Chevrolet Silverado présente Bête de chasse en collaboration avec les partenaires suivants: Portable Winch et Sport Chief. Alors, bienvenue à votre émission Bête de chasse. Cette semaine, Hugues Vaillancourt sera des nôtres pour jaser armes à feu. Il ne faut pas oublier aussi le conseil du pro avec Charles Doris. Pour ce qui est de notre séquence de chasse, on vous promet encore du spectaculaire. Alors, c'est un rendez-vous. Je suis en présence d'Éric Lapointe, représentant des marchands Ecotone. Cette semaine, Éric, on va parler couteau, mais pas n'importe lequel. On a différents outils sur la table et j'aimerais que tu nous démystifies ça. Bien, écoute, c'est facile de se perdre. On peut voir notre table, elle est bien garnie actuellement. Et ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est de parler aux gens. L'utilité propre, d'avoir le bon outil, ça fait toute la différence en forêt. Absolument. Mais là, on va parler gros gibier. C'est quoi les outils que tu prendrais justement pour ouvrir un gros gibier? Bien, après avoir récolté un gibier, il est très, très important, tu le sais, d'ouvrir notre gibier. Oui. Et d'avoir un couteau qui est toujours bien aiguisé. Je te dirais que présentement, on va vraiment focusser sur les modèles qui ont des lames qui sont échangeables. Alors, OK. Ce qui est intéressant avec un couteau qui a une lame interchangeable, c'est que lorsqu'on a terminé notre premier gros gibier ou qu'on a une partie différente à faire, on change la lame, on a un couteau flambant neuf. Absolument. Quand on est rendu pour, justement, enlever la peau de notre gibier, il y a plusieurs boucheries qui n'acceptent pas la peau. Donc, qu'est-ce que tu nous conseilles? Bien, on peut avoir un couteau qu'on appelle en bon français un skinner. OK. De par la forme de sa lame, ça va être possible de venir travailler notre peau pour respecter notre bête, travailler dans le gras et pouvoir venir enlever tout le poil. Puis c'est très raide, alors ces couteaux-là travaillent de façon exceptionnelle. Excellent. Moi aussi, je vois que tu as le kit complet. Là. Tu as parlé tout à l'heure de la boucherie. Oui. Il y a des gens qui maintenant ont une conscience, qui veulent de plus en plus faire de A à Z leur boucherie. Et ça, là, c'est quelque chose à accomplir et quelque chose de très intéressant parce que tu es fier quand tu as fait de A à Z ta récolte, tu as préparé ton gibier et tu l'envoies en boucherie. Et tu as ici tous les outils nécessaires pour faire ta boucherie en entier d'un grand gibier. C'est parfait. Mais là, on vient de parler grand gibier. Si on parle de petit gibier, tu nous conseillerais quoi? Bien, petit gibier, c'est facile. On a ici un couteau d'un plus petit format qui est possible. Vous savez, on a des moins grosses bêtes. Ce qui est très intéressant avec celui-là, c'est un modèle à lame repliable, très compact, même avec une clip qu'on peut attacher au pantalon. Et aussi, on a ce petit couteau-là qui est vraiment très intéressant au niveau du poids. Je te le laisse le manipuler, Daniel. Absolument. Ce couteau-là a une lame vraiment très, très surprenante. Il peut venir travailler au niveau des ailes. Et aussi, la couleur est très le fun aussi parce que, tu le sais, facile de perdre nos outils en forêt. Très important. Et on a le plus gros pour aller vers les plus gros gibiers, les sauvagines. Donc, vraiment très important. Mais je veux finir avec presque un couteau de Rambo. Oui, ça, c'est drôle. À ce jour, Daniel, c'est encore le couteau le plus vendu. Et c'est vraiment intéressant. C'est un couteau, c'est un genre poignard, avec un étui de cuir qu'on porte à la taille, et c'est encore l'outil de sécurité de prédilection le plus vendu. C'est parfait. Alors, Éric, les gens qui veulent avoir plus d'informations, je les invite à aller justement visiter nos marchands Ecotone. Et sur ça, on continue avec Bête de chasse. La chasse de la semaine, une présentation de Chevrolet Silverado. Salut tout le monde! On se trouve présentement sur l'île d'Anticosti, plus précisément secteur Renard. J'ai fait plusieurs secteurs à l'île d'Anticosti, mais ici, c'est une des premières fois. Le premier matin de chasse, je pars avec Dan et Pat. Je m'en allais dans une trail, puis à un moment donné, mon instinct elle me dit non, 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 on s'en va dans une swamp, un autre. En rentrant dans la trail, je vois un gros buck. Je leur disais, les gars, c'est un gros shooter, on rentre dessus, on s'en va s'asseoir, puis on essaie de le faire sortir. Fait qu'on s'installe, puis on reste là une demi-heure, mais le buck, il n'a pas ressorti, tu sais. C'est pas grave. Fait que là, on continue, on part. À un moment donné, on saute un autre bête de foin. Là, on arrive. Je dis, ouais, mais... J'ai dit, c'est bien tranquille. Il y en a bien pas le matin. Non, il m'a dit, attends un peu, il dit, ça veut rien dire, là. Là, il dit, c'est extrêmement brumeux, on voit pas grand-chose. On s'avance, on fait même pas 20 pieds. Femelle avec un veau.
Fait que là, on s'écrase, puis on prend le temps d'observer, puis de se dire, y a-tu un mâle qui va être avec eux autres? Y a-tu quelque chose? On fait un autre 20 pieds, puis il y en a 2 autres là. À un moment donné, regarde la douette. En avant, en arrière. Hey, on était encerclés de chevreuils. Et ce qu'on fait, là, on peut plus bouger. Là, Si on bouge, on les fait toutes partir. Fait que là, on reste là une bonne heure et demie avec l'interaction, imitation d'une queue de chevreuil avec un petit linge. C'est vraiment spécial. Là. Puis, les chevreuils, ils se sentent vraiment sécurisés puis ils nous prennent vraiment pour des chevreuils. C'était vraiment exceptionnel. J'avais jamais vu ça de même. Alors, je suis en présence du guide et formateur Dan Lavoie. Écoute, Dan, on l'a appelé cette capsule-là « Forcer sans forcer » parce qu'on parle de portable winch. En plein ça, Dan, puis ça porte bien son nom. Écoute, je pourrais t'en parler et t'en reparler, mais au nombre de chasses à laquelle tu participes à chaque saison, tu dois sûrement avoir une des anecdotes à nous raconter à ce sujet-là. Bien, écoute, c'est sûr que je participe à plusieurs chasses, donc j'ai l'occasion d'en voir de toutes les couleurs. Ça, je peux te le confirmer. Mais je vais te parler d'une que j'étais avec le guide Pierre Métivier, qui est un guide à l'auberge Chic Choc. Mon ami Pierre arrive, il dit le 4 roues est sur une autre zone, fait que je ne sais pas de quelle façon qu'on va sortir ça. J'ai dit un instant, moi, j'avais un portable winch à l'intérieur de mon camion. On prend le portable winch, on l'installe, mais on n'avait pas de traîneau. Fait que j'ai dit, écoute, on va regarder voir de quelle façon qu'on pourrait le sortir. Donc, on y a été d'une façon plus normale, comme on peut dire. La première place qu'on dit, on va l'attacher par les cornes. Donc, on y a été de cette façon-là. Mais le désavantage de cette façon-là est peut-être qu'à l'occasion, on va être pris pour lever le corps pour pas que le panache pique dans les bois, dans la terre. Donc ça, c'est peut-être moins avantageux un petit peu. Mais l'autre façon, c'est de tout simplement faire des incisions au niveau des tendons, des pattes arrière. Donc, à partir de ce moment-là, on prend le câble, on attache les 2 tendons des 2 pattes et on sort ça par l'arrière. Donc, c'est vraiment plus facile, mais comme on dit, avec un portable winch, on est capable de sortir de toutes les situations. Ça, je te le confirme. Alors, la prochaine fois, c'est pas toi qui poses des questions, c'est moi qui pose des questions. Sur ça, la gang, on continue. En s'avançant, on voit un autre petit 4 pointes puis 2 femelles écrasées sur le bord d'un petit buisson. Fait que là, ben, je dis au gars, OK, on se met un en arrière de l'autre, on se cache par le buisson de billets, puis on s'approche tranquillement vers les chevreuils. Je lâche des petits calls pour, si jamais ils nous voient, qu'on ait une petite interaction qui soit pas trop farouche. Puis à un moment donné, je vois le 4 pointes, il se veille les oreilles, puis il regardait dans le bois. Puis là, je me dis, calique, il y a quelque chose là-dedans. Il dit, whoop, whoop, whoop. Il dit, gare, il dit, le 8, il sort. Puis là, tu le vois, le 8, là, il vient carrément tasser le 4 points. Fait que là, on s'avance dessus. Là, il dit, shoot. Nice shot. Yes! Yes, man! Hey! Tabarouette! Hey! C'était si l'approche de malade, on vient de faire là. Hey, incroyable! Oh ben, il est là! Oh là là! Oh là là! Checkez-moi ça! 1, 2, 3. Un beau 8.
Ben, félicitations. On cherchait un shooter, on a trouvé un. Merci, hey. Belle shot. Belle shot, belle approche. Écoute, tout est parfait, c'est parfait. C'est ça, coach. Yes, sir. Un superbe de beau 8 points. Wow! Chasse de malade. Écoute, c'est incroyable. Alors, cette semaine, dans le Conseil du Pro, je reçois Charles Doris. Charles, par les émissions précédentes, on a vraiment fait le tour de la prospection. On a parlé de mobilité. Mais beaucoup de gens nous posent la question, à quelle hauteur qu'on devrait mettre notre poste d'affût? Effectivement, c'est une question qui revient énormément souvent. Il n'y a pas de ligne directrice fiable. C'est pas toujours pareil, ça dépend d'un paquet de facteurs. Mais en premier, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on ne chasse pas nécessairement haut dans le but juste de se soustraire olfactivement au chevreuil. Ça a été longtemps une croyance populaire. Parce que, malgré le fait qu'on soit haut, lorsqu'il y a les points de rosée ou des pressions atmosphériques à la baisse, nos odeurs sont envoyées vers le sol. Et le pire, c'est que plus on est haut, plus notre cône d'odeur descend large. Une fois rendu au sol, ce cône d'odeur-là, ça devient ce que moi j'appelle dans mon langage un mur d'odeur qui se déplace à la vitesse du déplacement d'air du moment. Donc, la hauteur, ce que je veux que les gens comprennent, c'est pour se soustraire visuellement au chevreuil et non olfactivement. Tout au long de la journée, une fois le point de rosée matinal passé, pour environ 80 des journées de pression barométrique stable, les odeurs flottent vers le haut. Donc, on est avantagé de chasser en élévation. Pour ce qui est de la hauteur, c'est en fonction du couvert environnant. Sur la photo que vous voyez en ce moment à l'écran, on voit une ligne pointillée rouge que j'ai tracée à la base de la ligne du ciel des arbres. En fin de compte, c'est l'endroit où la majorité des grosses branches des arbres prennent place. C'est pour se soustraire visuellement aux yeux du chevreuil. Je veux pas que les chevreuils en approche me perçoivent. C'est ça qui est beaucoup plus important pour moi que le simple fait olfactif. Alors, pour conclure, Charles, ça serait quoi pour toi tes 2 règles de base? La première règle de base, c'est si vous êtes archer ou arbalétrier, ne dépassez pas 24 pieds de plancher parce que ça prend un bon angle de pénétration pour la flèche percer les 2 poumons. Ensuite de ça, c'est toujours en fonction du couvert, puis c'est de toujours penser, est-ce que je suis visible aux yeux des chevreuils? Si je suis visible aux yeux des chevreuils, je suis mieux d'aller chasser carrément au sol que entre le sol et ce que moi j'appelle le ciel des arbres. Absolument. Merci beaucoup, Charles. C'est vraiment très apprécié. Et sur ça, nous, on continue dans Bête de chasse. C'est certain qu'on est un groupe de 4. On peut pas tout avoir le guide. Écoute, il y a un guide. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on se séparait par 2. Donc, un caméraman, un chasseur, 2 équipes. Puis on partait chacun de notre côté. Donc, cette journée-là, le guide n'était pas de mon côté, mais il m'avait donné des petits conseils, des petits sons. Puis aussi, bien, il nous parlait d'une façon, avec la main, de faire semblant que c'était une queue de chevreuil. Puis comme ça, on peut réussir à rapprocher des mâles. On part pour notre chasse, on fait une dizaine de kilomètres de 4 roues, on se rend dans un genre d'immense champ de foin. On commence à marcher, on en marche tout qu'un coup. Là. Écoute, c'est des champs là, à perte de vue. C'est complètement comme si on serait sur une autre planète. J'arrête pas de dire depuis qu'on est arrivé que c'est pas une chasse, c'est une expédition. C'est vraiment, vraiment, vraiment trippant. La journée avance, on marche, on marche, on marche, on marche. On réussit à voir écoute, des femelles, on voit des femelles avec des veaux, on a aperçu quelques petits mâles. Un moment donné, j'aperçois justement un mâle avec une femelle et un veau. Fait que on part en direction de ça. Le mâle est environ à 2000 pieds de nous autres. Je me sors à découvert, puis je commence à faire les techniques que les guides nous avaient expliquées. Je
fais de la queue, je fais des petits cadres, je fais toutes sortes de choses. À un moment donné, on tombe en visuel, le monde me voit, puis tabarouette, il part vers moi. Je pas au bout de voir que là, il y avait une réaction. Là, je faisais quelque chose, le chevreuil faisait quelque chose, je faisais semblant de bouger la queue, le chevreuil avançait vers moi, fait que c'était trippant au bout. Écoute, un moment donné, il est rendu à peu près à 200 pieds. Là, je continue à faire les petites choses, je me mets à faire des petits sons. Il continue, il approche, il approche, il approche. Là, je dis, voyons donc, un beau mâle. Pas un super de monstre, mais le trip de vivre ça, puis de l'appeler, puis de le voir s'en venir, écoute, c'est tellement le fun. Je disais à Daniel, écoute, s'il vient encore plus proche comme ça, j'ai tellement de fun avec, c'est sûr qu'on va essayer de faire une récolte avec ce mâle-là. Fait que j'avance, je rampe. Un moment donné, je colle un petit peu, il s'en vient se placer, coller sur nous autres. Alors, cette semaine, à notre chronique Armes et munitions, notre spécialiste Hugues Vaillancourt. Il y a beaucoup de nouveaux calibres encore sur le marché cette année. On entend de plus en plus, on parle de la 300 PRC, on parle de la 6.5 PRC. J'aimerais ça que tu nous démêles ça un petit peu, voir. Oui. En fait, c'est vrai, chaque année, les compagnies essaient de sortir des nouveaux calibres, pas parce qu'on en a besoin, c'est parce qu'eux autres ici sont marketing puis ils veulent faire des ventes supplémentaires. Avec raison. Alors, c'est pas toujours synonyme nouveauté, bon calibre, mais il y a quand même certains avantages. Alors, si on débute avec le 6.5 PRC, oui. On entend beaucoup parler aussi de la 6.5 Creedmoor. Oui. Alors là, ce niveau-là, c'est complètement différent. La Creedmoor est un calibre non magnum, tandis que la PRC est une 6.5 qui est magnum. Qui est un calibre magnum. Okay. La nouveauté qu'on avait vue il y a quelques années, c'était la 26 Nosler, qui est un calibre 6.5. Alors, c'est pas mal dans les seuls qui sont magnum. On parle d'environ 200 pieds secondes plus rapide qu'une 6.5 Creedmoor. OK. C'est une balistique qui est relativement plane. Okay. Alors, le boulet est un peu plus léger. On parle de 140 grains. Alors, pour les tirs à longue distance, c'est assez populaire. OK. Mais maintenant, on va parler de la 300 PRC. Oui. La 300 PRC, c'est un calibre 30, un petit peu comme la 300 Win Mag, sauf que Hornady, ils ont décidé de mettre un boulet un peu plus pesant. Alors, au lieu d'avoir du 165 grains, 180 grains, comme on voit sur les tablettes un petit peu partout, ils sont allés dans le 212 grains. OK. Alors, il y a des avantages. Okay. On a un boulet qui est plus pesant, plus de force d'impact et généralement un coefficient balistique plus élevé, plus de force de frappe. Le petit inconvénient, c'est mathématique. Il y a un petit peu plus de recul qu'un 180 grains. Mais ça reste quand même un très bon calibre. Mais vu que c'est une nouveauté, le prix des munitions est plus dispendieux et il n'y en a pas dans tous les magasins. Versus la 300 Win Mag, qu'on peut acheter ça un petit peu n'importe où. Hugues, un gros merci. Et nous, on reste à l'affût des nouveautés. Depuis le début de la saison, je vous parle de camions, des camions que j'ai essayés, mon camion personnel. On dit camion, mais je peux vous parler de mon pick-up. Mon pick-up turbo diesel. Turbo diesel, au début, j'avais des doutes à savoir si ça allait être assez puissant. Je peux vous dire que je me suis fait clouer le bec. C'est extrêmement fort. À ça, on jumelle une transmission 10 vitesses. Donc, sur les 10 vitesses, on va être au maximum de la puissance de notre pick-up en tout temps. Ce que ça veut dire aussi, c'est une forte économie d'essence parce qu'on n'aura pas besoin de faire révolutionner notre pick-up vraiment haut pour avoir toute notre puissance. Ce qui est spécial aussi, c'est qu'anciennement, vous le savez, les camions diesel, ça avait souvent tendance à shaker, cloc, 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 ça sonnait fort. Maintenant, avec le moteur en ligne, tout est extrêmement balancé. Je pourrais même le comparer avec un moteur à essence. Fait que c'est vraiment, vraiment plaisant.
autres, là. OK. Essaye-les. Collé. C'est là, ça. Yes, sir! Ah, il est tellement beau, là. Qu'est-ce que j'ai adoré de cette chasse-là? C'est que c'est le premier chevreuil que je fais venir sur le col. On voit du terrain, on s'amuse, super de belles séquences, le monde est rentré sur le col. Yes, sir! Haha! C'est une super de belle chasse, un super beau petit mâle. On a trippé au bout. Puis mon premier sur l'appel, ben écoute, c'est pas rien. C'est un super de beau petit beau trip, là. Alors, c'est tout pour l'émission de cette semaine. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas à nous les envoyer. Et surtout, restez des bêtes de chasse. L'émission Bêtes de chasse a été présentée grâce aux partenaires suivants. Les produits Extreme CG. Les armes Antler. Et les débroussailleuses BeaverTech.